Bien, bonsoir à tous. Donc Pierre Lhuillier de la communauté de communes de l'île d'Oléron. Bienvenue donc pour l'épisode numéro 8 donc, de notre série Les Jeudis de l'énergie. On va s'intéresser ce soir à l'énergie nucléaire. Et nous avons le plaisir donc d'accueillir pour cette présentation Emmanuel Galichet, qui est maître de conférence au Conservatoire national des arts et métiers, le CNAM. Alors, quelques rappels avant de laisser la parole à Madame Galichet. Donc, les Jeudis de l'énergie, donc c'est un ensemble de 12 conférences dédiées aux énergies renouvelables et décarbonées. On a eu différents cycles autour de la production d'énergie. On termine aujourd'hui le cycle dédié à la production d'électricité. On a vu il y a début janvier l'électricité produite à partir du photovoltaïque, ensuite à partir de l'éolien. Et ce soir, on s'intéresse encore une fois à l'énergie nucléaire. Donc, je vais laisser la parole maintenant à Emmanuel Galichet pour sa présentation. Alors, on vous entend pas. Il faut que je remette mon micro, je l'avais enlevé exprès, bien sûr. Alors, je vais mettre ma présentation. Alors déjà, un grand merci à la communauté de communes d'Oléron et à Pierre Lhuillier pour cette invitation, pour faire un tour d'horizon finalement sur l'énergie nucléaire. Et donc, je vais vous faire en plusieurs parties, 4 parties. On va essayer je vais essayer de ne pas être trop bavarde pour laisser le temps des questions. Donc, on va regarder un petit peu une petite introduction. On va regarder l'état du parc et l'histoire du parc nucléaire en France. Comment marche un réacteur nucléaire, puisque ça c'est quand même la base, le cœur je dirais, de la conférence avec la fission, la réaction en chaîne, tout ce qui se passe autour de la sûreté nucléaire, le réacteur, comment fonctionne un réacteur, le cycle du combustible évidemment, et puis on finira par les déchets sur cette partie-là. Donc ça va être une partie peut-être un peu plus longue qu'on coupera. Là c'est Pierre qui me dira quand il faudra couper. Et puis on finira par le futur. Qu'est-ce qui va se passer dans les prochaines années, plus ou moins, je dirais, plus ou moins lointain, de manière lointaine. Donc, quelques petites définitions simplement pour fixer les idées, parce qu'on mélange souvent un petit peu toutes les définitions des énergies. Donc, juste pour rappeler, pour bien fixer, l'énergie primaire, hein, les énergies qui sont dans la nature. Emmanuel, il faut juste partager l'écran. On ne l'a pas fait. Il m'a semblé que je l'avais fait. Moi, je connais un peu les diapos. Pardon? Alors, comment c'est possible? Moi, je connais un petit peu les diapositives. Comment c'est possible que ça... Pourtant, c'est marqué partager. Je recommence et veuillez m'excuser. C'est pas grave. Est-ce que là, ça marche? Oui. Oui. Là, c'est bon. Donc, il faut que je mette le petit... Voilà. Donc là, normalement, c'est bon. Attendez, ça va... Et la lumière fut. Là, c'est bon? Parfait. Pardon. Donc, l'énergie primaire, c'est les énergies, les combustibles finalement, les énergies qu'on va retrouver dans la nature, qui sont à l'état brut, hein, donc le vent, le soleil, l'eau, le charbon, le pétrole, ça peut être le bois et ça peut être évidemment l'uranium. À chaque fois ensuite, lorsque l'on va vouloir l'utiliser, eh bien, il va y avoir des transformations et au fur et à mesure des transformations et du transport, vous allez avoir des pertes au fur et à mesure. Donc au niveau de l'énergie secondaire, on prend une énergie primaire et on la transforme de manière à en faire une énergie secondaire. Et par exemple, l'électricité est une énergie secondaire. Le pétrole, le diesel ou l'essence que vous avez à votre pompe est une énergie secondaire, l'hydrogène en est une autre. Ensuite, vous avez l'énergie finale ou utile, suivant où vous vous placez. Il y a encore des pertes, évidemment, et c'est exactement ce que vous avez lorsque vous branchez finalement votre prise sur une prise je sais pas, votre chauffage ou la machine à café sur l'électricité où vous allez chercher de l'essence pour votre voiture. Donc ça, ce sont ce qu'on appelle les énergies utiles.
Si on regarde l'électricité, on va aujourd'hui se focaliser sur l'électricité parce qu'aujourd'hui, l'énergie nucléaire sert à produire de l'électricité. Eh bien, comme je vous le disais, c'est une énergie secondaire et il y a beaucoup de pertes lorsque l'on va transformer l'uranium finalement, lorsqu'on va faire des fissions et lorsqu'on va produire de l'électricité et le transporter jusqu'à partout en France. Donc là, vous allez avoir des pertes importantes. Et le mode principal, finalement, de production de cette électricité, l'idée, c'est de chauffer de l'eau. En gros, on va chauffer de l'eau pour ensuite, cette eau va passer en vapeur et elle va aller donc dans la turbine que j'ai dessinée là très schématiquement qui va tourner et ensuite produire de l'électricité grâce à un générateur, un alternateur finalement. Hein. Et donc, pour finalement chauffer cette eau, vous avez plusieurs manières. Vous pouvez prendre des combustibles fossiles, hein, comme le charbon, le gaz. Vous pouvez prendre des énergies renouvelables, comme le bois, par exemple, et vous pouvez prendre des réactions nucléaires qui vont vous permettre de faire chauffer de votre eau. Donc, dans ce cas-là, comme je vous le disais, c'est de la vapeur d'eau qui va donc être sous pression et qui va être injectée dans une turbine qui va faire tourner ensuite l'alternateur. Vous avez d'autres méthodes, évidemment. Vous en avez vu dans les conférences juste avant la mienne, les semaines avant celle-ci. Vous pouvez utiliser l'énergie du vent, donc c'est une énergie cette fois-ci mécanique, ou l'énergie de l'eau qui sera aussi donc mécanique évidemment, qui vont entraîner la rotation de votre alternateur, ou vous pouvez aussi utiliser, alors cette fois-ci, le soleil par un effet de physique fondamentale qu'on appelle l'effet photoélectrique, qui avait été d'ailleurs découvert par Einstein en 1905. Et grâce à vos panneaux solaires, vous allez convertir le rayonnement solaire en électricité. Donc voilà les différentes manières finalement de produire de l'électricité. Alors en France, on a un petit peu toutes les manières de produire de l'électricité. Bon, le charbon, on en a encore eu un petit peu cet hiver, mais l'idée, c'est quand même d'enlever l'ensemble des énergies qu'on appelle fossiles, hein, les énergies qui sont des hydrocarbures, qui sont celles qu'on prend qui sont stockées finalement dans la terre plus ou moins profondément, mais qui sont des hydrocarbures, donc qui sont comment dire, composés de carbone et d'hydrogène. Donc on veut les enlever évidemment. Et donc l'idée, c'est d'augmenter finalement notre manière de produire de l'énergie et de faire de l'électricité pour permettre de diminuer les énergies fossiles qu'on utilise très fortement encore aujourd'hui. Donc ici, vous avez ce qu'on appelle la stratégie, je vous présente ici la stratégie nationale bas carbone, qui est une manière pour la France de respecter l'objectif qu'elle s'est engagée à tenir déjà lors de l'accord de Paris sur le climat pour décarboner son économie de manière à éviter au maximum de rejeter dans l'atmosphère des gaz à effet de serre et en particulier le CO2 qui, comme on va le voir un petit peu plus loin, mais que vous savez déjà toutes et tous, est très nocif pour la planète et pour nous également. Donc l'idée, c'est d'augmenter notre électricité, d'augmenter notre production d'électricité. Et vous voyez ici qu'on pourra, suivant hein, finalement le parcours industriel et économique que la France suivra dans les années qui arrivent, elle pourra augmenter très fortement pour aller au-delà de 50% dans le mix électrique et même énergétique plutôt. Donc voilà un petit peu l'idée. Et donc RTE, qui, comme vous le savez, est le réseau de transport d'électricité, a été mandaté pour étudier des scénarios pour 2050 pour finalement que notre mix électrique soit le plus décarboné possible. Et donc, ils ont rendu leur copie après 2 ans de travail. Il y a eu énormément de contributions. Beaucoup de gens ont travaillé sur ces 6 scénarios qu'ils ont, à l'automne 2021, qu'ils ont proposés. Et dans ces 6 scénarios, vous avez plus ou moins c'est un mix électrique qui passe du 100% énergie renouvelable au pas 100% nucléaire évidemment, mais un mix électrique où il y aurait une part importante de nucléaire qui ne dépasse jamais 50%, puisque les 6 scénarios RTE avaient dès le début des données d'entrée, des hypothèses qui étaient extrêmement fortes, qui étaient 50% de nucléaire, donc on ne va pas au-delà, donc
Tout le reste doit être fait par des ENR, du biogaz, etc., etc. Et une forte diminution de la consommation d'énergie en France, qui passe, aujourd'hui on est à peu près en énergie primaire, on est à peu près à 1700 TWh, et on part comme donnée d'entrée, donc comme hypothèse de base très forte, qu'on diminue notre consommation de 40%. Et donc, je dirais la direction à prendre, c'est pour 2050, environ 930 TWh d'énergie primaire consommée en France. Donc, vous voyez que ce sont des données d'entrée, finalement, des hypothèses qui sont extrêmement fortes pour ces scénarios. Et à partir de ces hypothèses, ils ont fait des calculs, ils ont regardé comment les industriels pouvaient réagir, etc. Et voici, je vous ai ici noté quelques-unes des conclusions qui sont assez fondamentales. Il va falloir, a priori, évidemment, si vous diminuez votre consommation d'énergie, ça veut dire que vous allez vers quelque part une sobriété pour atteindre les objectifs qui sont à 2050, avoir une neutralité carbone. Il faudra évidemment mettre en place une efficacité énergétique très forte, et notamment dans les bâtiments. Ça, c'est extrêmement important. Autrement, quel que soit le mix électrique que vous allez prendre, on n'y arrivera pas. Donc, une consommation d'énergie primaire qui baisse, mais une consommation d'électricité qui doit augmenter pour justement prendre la place des énergies fossiles. Si en plus, vous imaginez ce que souhaite le gouvernement, il semble que ce que souhaite le gouvernement, c'est une accélération de la réindustrialisation du pays, eh bien, vous allez avoir une consommation, une demande en électricité qui sera encore plus importante que si vous gardez l'économie comme elle est aujourd'hui. Donc, les deux dernières conclusions, c'est que si vous voulez une neutralité carbone en 2050, il y a deux grandes tendances inévitables. C'est augmenter significativement les énergies renouvelables, et c'est ne pas se passer du nucléaire, et donc avoir un parc qui continue à vivre, et les réacteurs qui ne peuvent plus être, dont la durée de vie ne peut plus aller au-delà de l'âge qu'ils auront, suivant que l'autorité de sûreté dira oui, s'ils peuvent continuer à produire ou pas, eh bien il faudra et il faut construire des nouveaux réacteurs. Alors, sur ça est arrivée évidemment, comme vous le savez, une actualité géopolitique en Europe extrêmement contraignante, extrêmement dramatique, qui est la guerre en Ukraine. Et là, on s'est rendu compte qu'on avait une forte nécessité non seulement à garder une souveraineté énergétique importante, même si on dépend, la mondialisation, le monde dans lequel on vit, fait qu'on dépend un petit peu de tout le monde, mais quand même garder une souveraineté énergétique forte. Et également, ce que souhaite le gouvernement, quand il semble, c'est d'augmenter quand même aussi notre souveraineté industrielle dans les années qui arrivent. Donc, si effectivement on part de ces deux constats, eh bien, vous voyez que le scénario de référence, qui était un scénario à peu près à 645 TWh en 2050, eh bien, il semble qu'il pourrait passer vers le scénario de forte réindustrialisation, où là, vous êtes plutôt autour de 700, voire 800 TWh de demande d'électricité. Donc, on voit que, quel que soit ce qu'on va choisir, une forte augmentation d'électricité se verra dans les années qui arrivent. Donc, une part significative finalement du nucléaire dans votre mix énergétique et donc dans le mix électrique. Alors, c'est quelque chose d'intéressant quand même, le nucléaire. On pourra en discuter, on peut être contre, etc. Mais il faut savoir quand même que c'est la troisième filière industrielle française, et que ça permet à plus de 220 000 personnes d'avoir un travail aujourd'hui. Et surtout, ça crée des emplois quand même qui sont non délocalisables. Ça, c'est extrêmement important. C'est une des qualités fondamentales du nucléaire, c'est qu'effectivement, le parc étant sur le territoire français, vous ne pouvez pas délocaliser évidemment les emplois. Et ensuite, ça, évidemment, ça améliore fortement l'économie d'un pays lorsqu'il a une industrie de haute technologie avec des emplois à haute valeur ajoutée.
Alors, évidemment, il ne faut pas regarder que nous. Il faut regarder au niveau, à l'échelle mondiale, évidemment, on n'est pas tout seul. Ce qu'il faut voir quand même, c'est que on est bien lotis, finalement. On le sait tous, hein, aujourd'hui, dans le monde, il y a des pays qui sont extrêmement pauvres, avec des millions d'enfants qui meurent tous les jours, enfin, de chaque année plutôt. Plein de gens qui n'ont pas d'électricité, autour de 700, voire 750 millions de personnes qui n'ont pas accès à l'électricité et qui n'ont pas la possibilité de se nourrir correctement. Et ça, c'est aujourd'hui. Et ensuite, lorsque vous voulez aller à 2050, et bien évidemment, vous avez une augmentation de la population et donc encore plus de problématiques d'accès à l'électricité et à une vie décente. Et donc, l'énergie, effectivement, est totalement capitale sur l'ensemble de la planète. Et il va bien falloir, entre guillemets, aider, je dirais, nous, pays industrialisés, peut-être aider quand même les autres pays qui veulent avoir accès à aussi une industrie, aussi de l'électricité, à se développer sans émettre autant que ce que nous avons fait dans les années passées, en fait. Donc, l'énergie décarbonée devient vraiment fondamentale, aussi bien en France, mais elle l'est encore plus au niveau mondial. Donc voilà, les conclusions, elles sont extrêmement claires. L'énergie pour le 21e siècle sera évidemment fondamentale. Il faudra diminuer nos émissions de gaz à effet de serre et notamment le CO2. Et en France, aujourd'hui, on est autour de 10 tonnes de CO2 par personne émise en France. Et si on veut aller vers la neutralité carbone, il faudrait qu'on soit plutôt en 2050 autour de 2 tonnes. Donc, vous voyez qu'on a encore énormément à faire pour décarboner l'ensemble de nos comportements et de notre économie. Voilà. Donc, si on estime qu'il faut arrêter de consommer des énergies fossiles parce qu'elles elles émettent énormément de CO2 par kilowattheure, au niveau de l'électricité, eh bien, vous voyez qu'il n'y a pas, entre guillemets, comme on peut dire, il n'y a pas photo. Il faut utiliser le nucléaire qui est aujourd'hui à 4 grammes de CO2 par kilowattheure et l'énergie solaire et éolienne qui sont autour de 10-15 grammes de CO2 par kilowattheure. Il n'y a pas que l'électricité aussi, pareil, il faut pas penser qu'à l'électricité, vous le savez, il y a d'autres secteurs de l'économie qui sont extrêmement carbonés. Le premier émetteur de CO2, évidemment, c'est les transports. Donc l'idée d'électrifier les transports est évidemment une bonne idée, mais comme vous le savez, ça peut apporter des difficultés. On pourra évidemment en parler ensuite si vous le souhaitez, mais c'est quand même un secteur de l'économie qu'il faudra décarboner au maximum. Et puis ensuite, il y a l'industrie, évidemment, l'agriculture et l'habitat qui sont fondamentaux pour aller vers une neutralité carbone. Donc voilà, cette première partie qui montre finalement qu'il sera très difficile finalement de se passer d'électricité d'origine nucléaire et qu'elle doit faire partie d'un mix électrique, d'un mix énergétique aux côtés de l'ensemble des autres énergies renouvelables que sont le soleil, la biomasse, les biocarburants, etc., l'éolien évidemment, la géothermie, etc., etc. Donc voilà, si vous voulez, si vous avez déjà des questions, peut-être on peut faire 3 minutes de pause si vous le souhaitez. Il n'y a pas de questions particulières, juste des remarques. Après, moi, je me posais la question là dans le mix énergétique, les pourcentages dédiés au nucléaire qui ont été proposés par RTE, ils sont de quel ordre pour avoir une idée? 50% maximum. D'accord. C'est toujours, on part sur le scénario où vous avez 50% dans le mix électrique de 2050. D'accord. Donc, soit les centrales ferment, et à ce moment-là, il faut construire beaucoup plus, soit on continue à les exploiter et vous avez la possibilité finalement de faire moins de nucléaire, de nouveaux nucléaires. C'est ça l'idée. Mais il n'y a que 50%. Alors là, dernièrement, il y a eu, le Sénat a voté l'accélération des projets ENR et nucléaires dans deux lois, deux choses différentes. Mais dans le nucléaire, ils ont demandé qu'on enlève ce 50%
qui avait été inscrit dans le passé. Donc ça, on verra à ce moment-là si le nucléaire peut aller au-delà de 50%. Aujourd'hui, il est de 75%. Enfin, ça dépend un peu du nombre de réacteurs. Cet hiver, il était plutôt autour de 65 à cause des centrales qui étaient fermées. Mais en tout cas, vous voyez qu'on peut... Il y a plein de solutions, plein de scénarios possibles, en fait. C'est modulable. C'est absolument modulable, effectivement. Mais là, il faut encore que l'Assemblée nationale examine le texte et accepte. Voilà, donc c'est pas encore du tout fait. C'est pas acté, oui. Non, c'est pas acté. Ok, bah, vous pouvez continuer. Alors, on va regarder un petit peu l'histoire du parc et comment aujourd'hui il est. Alors, juste pour fixer les idées quand même, je voulais mettre quand même des chiffres sur la densité énergétique de l'ensemble des combustibles pour bien vous montrer que dans les années 60 les gouvernements en France ont souhaité utiliser l'énergie nucléaire pour faire de l'électricité, leur idée à l'époque, hein, évidemment, on ne parlait pas, bien qu'on le savait, la plupart, beaucoup de gens savaient déjà que le réchauffement climatique allait être une problématique, mais ce n'était pas ça l'intérêt de l'énergie nucléaire à l'époque, et ça ne l'est toujours pas aujourd'hui. C'est vraiment son intérêt fondamental, c'est une densité énergétique absolument gigantesque qui vient finalement des interactions fondamentales de la matière, qui montre que l'interaction nucléaire est tellement importante, tellement forte que vous libérez énormément d'énergie. Par exemple, vous avez ici sur ce slide la comparaison pour la même quantité d'électricité finalement, combien il faut d'uranium, combien il faut de gaz, le pétrole, le charbon et le bois. Et vous voyez qu'il n'y a aucune comparaison possible sur cette fameuse densité énergétique. Et de là découle énormément de caractéristiques finalement de l'énergie nucléaire, qui est que du fait que vous avez besoin de peu de matière, vous avez besoin de peu de stockage finalement de vos stocks. Si vous voulez stocker, par exemple, aujourd'hui, cet hiver, on a beaucoup parlé des stocks de gaz en France. Donc, vous savez, en France, on fait des stocks, ce qu'on appelle des stocks stratégiques. Et en fait, on voit que vu qu'on a besoin de peu de matière, eh bien, ce qu'on va stocker va nous permettre d'être indépendant et de pouvoir produire de l'électricité pendant très longtemps. Donc, en France, aujourd'hui, on a un stock d'uranium qui nous permet de tenir à peu près une dizaine d'années, alors que sur les hydrocarbures, on est autour de 6 mois. Donc, c'est vraiment du fait que la densité énergétique, c'est tellement concentré qu'on a besoin de peu de matière. Et ça a aussi un impact sur le prix de l'électricité, qui fait que le prix de l'électricité, ce n'est que 5% de votre prix d'électricité finale, alors que lorsque vous êtes sur du gaz, par exemple, vous êtes plus autour de 60-65%. Et donc, on voit vraiment là l'intérêt fondamental du combustible, l'uranium, finalement. D'autres atouts, évidemment, bon là je les passe, si vous voulez, on pourra en parler, mais ce qui est intéressant, c'est en plus de cette densité énergétique, c'est que comme il faut peu de matière, et bien évidemment, vous avez des installations qui seront finalement plus petites, donc vous allez avoir besoin de moins de béton, moins d'acier, moins de matériaux, moins de métaux, comme le lithium, le cuivre, le silicium. Donc, vous avez à chaque fois beaucoup moins besoin de matière, finalement, et de matériaux par rapport comparé à d'autres manières de produire de l'électricité. Et finalement, si vous regardez, on en parlera sûrement après, mais du coup, comme on a peu de matière, et bien évidemment, on a peu de déchets. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas un risque avec les déchets, qu'il n'y a pas une dangerosité, mais en tout cas, les quantités de déchets sont largement bien plus petites que sur une combustion de charbon ou une combustion de gaz. Alors, la construction du parc, elle a été décidée par l'État français dans les années 60-65. Ça a commencé dans les années 70 et en à peu près 20 ans, 23 ans, la filière industrielle nucléaire a réussi je dirais, un projet énorme, incomparable par rapport à même au niveau mondial. Hein, c'est quelque chose qui est absolument gigantesque. Ils ont construit 58 réacteurs en l'espace de à peu près 20 ans. Et donc ça, c'est assez extraordinaire. Au début, les premiers, vous voyez ici sur le graphe,
finalement, en fonction du temps, les différents paliers, on appelle ça des paliers de réacteurs. Au début, on a commencé avec les 900 mégawatts et on avait acheté la licence des Américains de Westinghouse. Et ensuite, au fur et à mesure de l'avancée des travaux et du retour d'expérience sur les centrales, l'industrie française a décidé de franciser le brevet. Et finalement, le dernier palier qui est le palier N4 est finalement un réacteur quasi franco-français, quoi. Et donc, vous voyez là l'ensemble des constructions entre 1970 et les années 2000, puisque le dernier, c'est Civaux, qui a été relié au réseau en décembre 99. Donc, en début 2000, vous aviez l'ensemble du parc qui fonctionnait. Donc, voilà. Donc, depuis, il fonctionne. Il a un âge moyen aujourd'hui d'environ 35 ans. Donc, tous les 10 ans, vous avez ce qu'on appelle une visite décennale qui est autorisée et dont l'ASN est le seul garant le retour sur le réseau des réacteurs. Donc, vous avez énormément de pièces qui sont changées tous les 10 ans. Tous les systèmes, les équipements sont contrôlés évidemment tout au long de l'année, mais tous les 10 ans, c'est comme un peu les contrôles techniques finalement sur les voitures. Donc, vous reprenez tout depuis les équipements jusqu'à l'organisation humaine aussi de l'exploitation. Et vous mettez tout à plat et vous regardez ce qui va pas, et vous changez tous les équipements qui doivent être changés. Aujourd'hui, on a une grosse autre maintenance qui s'appelle le grand carénage, qui est en fait une visite décennale un peu particulière, puisque c'est la visite décennale sur les 900 mégawatts, donc les plus vieux, qui va faire passer les réacteurs de 40 vers 50 ans. Donc, c'est une visite décennale un peu particulière parce que sont inclus donc, des changements de gros équipements, comme les générateurs de vapeur, on verra après ce que c'est. Donc, c'est vraiment des équipements extrêmement importants. Et en plus, est couplé à ce grand carénage beaucoup d'améliorations qui sont dues au retour d'expérience de l'accident de Fukushima, et notamment des rajouts de sources électriques indépendantes comme ce qu'on appelle les diesels d'ultime secours, qui vont permettre d'avoir encore plus de sources d'alimentation au cas où vous ayez tsunami, séisme, des pertes d'électricité un peu fortes, d'alimentation électrique. Donc là, on est dans une situation assez importante en France. C'est pour ça aussi que cet hiver, c'était un petit peu plus compliqué, il y a encore d'autres hivers, les hivers prochains vont être encore un petit peu compliqués, parce qu'on a ce passage des 40 aux 50 ans, plus le post-Fukushima qui se met dessus, qui rallonge finalement les arrêts des tranches, les arrêts des réacteurs. Lorsqu'on était sur à peu près 3 mois d'arrêt, sur des maintenances à peu près courantes, eh bien là aujourd'hui, on va être plutôt sur des 6 mois, voire un peu plus. Et donc, ça fait qu'on a un parc qui est en train finalement de changer de tête. En gros, c'est comme si vous vouliez prendre toutes les anciennes voitures du parc automobile français d'avant les années 2000 et vous voulez les mettre aux normes de sécurité routière de ce qu'on a aujourd'hui sur les 4x4, sur les grosses voitures que vous voyez rouler toutes neuves qui sortent donc avec les airbags, etc., etc. Donc, vous voyez que ce sont des changements extrêmement importants sur le parc et dont la filière nucléaire réussit très, très bien. Hein. Ils ont déjà remis sur le réseau énormément de réacteurs où toutes ces pièces-là ont été changées. Voilà. Donc ça, c'est un petit peu ce qu'on a appelé le plan Messmer du parc. Et donc voici toutes les centrales nucléaires sur la carte de France, entre toute la partie, donc à part la Bretagne, à part la partie un peu au niveau de la Bretagne, où c'est un petit peu compliqué au niveau du réseau électrique, où il n'y a pas de grosses structures de production d'électricité. Tout le reste de la carte de France est à peu près couvert correctement. Et maintenant, bon, avec Fessenheim qui s'est arrêté, vous avez aussi cette partie-là qui va être un petit peu compliquée.
Donc voilà, donc aujourd'hui 56 réacteurs, 61,4 gigawatts électriques installés et beaucoup plus donc de REP 900, donc de 900 mégawatts et seulement 4 N4, donc les derniers paliers de 1450 mégawatts. En construction, l'EPR de Flamanville, dont vous avez sûrement entendu parler depuis bientôt 15 ans, qui sera le réacteur le plus puissant au monde, d'ailleurs, 1,6 gigawatts électriques, et qui a une mise en service qui est prévue autour de fin 2023, je dirais plutôt au premier trimestre 2024. Des projets futurs avec la construction de 6 réacteurs EPR2 en paires, donc 3 paires de PR2 à Panly-Gravelines et dans la vallée du Rhône. Le site n'est encore pas décidé. Et peut-être 8 autres en préparation. Et ça non plus, ce n'est pas décidé. En démantèlement, il y a pas mal de réacteurs finalement qui sont en démantèlement. Vous avez aujourd'hui 14 réacteurs nucléaires qui ont été arrêtés et qui sont sur des projets, des programmes, des plannings de démantèlement. Donc, si on regarde au niveau de la chronologie des différentes générations que nous avons eues en France, les premières générations qu'on a appelées la génération 1, c'est ce qu'on appelait les UNGG, les uranium naturel graphite gaz. Donc ça, c'était avant qu'on achète la licence de Westinghouse. C'était un moment où on ne savait pas enrichir l'uranium. Donc, il nous a fallu construire les premiers réacteurs qu'on a construits étaient des réacteurs qui utilisaient de l'uranium naturel, pas enrichi, et qui nous permettaient aussi les premiers réacteurs ont été construits pour avoir du plutonium pour les armes nucléaires. Ensuite, on a acheté donc la licence Westinghouse et on est parti sur ce qu'on appelle des REP, des réacteurs à eau pressurisée, qui aujourd'hui, finalement, dans le monde, c'est à peu près 3/4 des réacteurs aujourd'hui dans le monde sont des réacteurs à eau pressurisée. Donc, c'est une technologie extrêmement sûre, extrêmement stable, qui a un coût, même si c'est un coût énorme à la construction, bien sûr, c'est des investissements qui sont sûrs et qui permettent d'avoir des réacteurs qui durent longtemps et dont vous avez une rentabilité extrêmement importante. Voilà. Les troisième générations, c'est l'EPR, donc ce sont ce qu'on appelle des évolutions seulement des réacteurs d'aujourd'hui, des réacteurs à eau pressurisée. Donc, on va surtout faire des évolutions sur la sûreté, on va en parler après, mais il n'y a pas d'évolution disruptive, il n'y a pas de changement de technologie. Et puis, la dernière filière, enfin, les derniers réacteurs qu'on appelle la génération 4, là où tout est permis, je dirais. C'est vraiment d'aller étudier l'ensemble des filières, des réacteurs qui peuvent être construits. Donc, on va en parler à la fin de la conférence. C'est vraiment extrêmement hétéroclite. Ça peut faire de l'électricité, ça peut faire de la chaleur. Voilà. C'est très, très intéressant. C'est beaucoup de foisonnement intellectuel et d'ingénierie. Donc, les enjeux de la filière nucléaire pour le futur, donc on en a parlé, le grand carénage, c'est le démantèlement rapidement et à un coût maîtrisé des anciennes installations, c'est avoir un plan de gestion des déchets radioactifs et des matières nucléaires qui tiennent la route. Cette année 2023 sera très chargée au niveau de la législation, puisqu'on va refaire le 5e plan national de gestion des déchets et des matières, et on va refaire une PPE, donc un plan finalement pour l'énergie, qui va justement inclure cette fois-ci la possibilité de construction de nouvelles installations. La PPE sur laquelle nous sommes aujourd'hui, il y a encore écrit dedans que 14 réacteurs nucléaires doivent être arrêtés. Donc ça doit être discuté cette année 2023, et donc une année extrêmement chargée pour tous. Les défis en matière d'ingénierie, si vous voulez qu'on en parle, on pourra en parler, mais là je vais m'arrêter peut-être 5 minutes puisque j'ai fini ma deuxième partie. Et si vous avez des questions.
Il y avait une question là par rapport à l'absence de réacteurs nucléaires dans zone Bretagne. Oui. C'est les contraintes électriques essentiellement qui expliquent ça? Ou c'est aussi peut-être dû à il y a une certaine opposition peut-être dans cette région aussi? Oui, il y avait le projet de construire un réacteur, mais il y a eu trop d'opposition en Bretagne, Mm. et donc le gouvernement a renoncé à l'époque pour construire une installation nucléaire en Bretagne. Il y a eu une installation à Saint-Michel-de-Pras, je crois, en Bretagne, qui a été construite, qui n'a jamais été utilisée. Je sais Oui, pas parce si que je la connais pas plus que ça, mais effectivement, il y a peut-être eu des premiers, enfin des projets de construction ou même des constructions faites, mais voilà, l'opposition a été trop forte. Ça a jamais, effectivement, ça a jamais fonctionné. il y a une question sur le coût de démantèlement de la centrale comme Fessenheim, une idée du coût? Ah là là, là Écoutez, c'est encore bien trop tôt euh, pour avoir euh, un ordre ouais, d'idée. non, pour l'instant, D'accord. c'est absolument pas, c'est pas à l'ordre du jour. On Alors, sait faire. Par contre, techniquement, on sait faire, hein. Orano, par exemple, qui a une grosse compétence en démantèlement, a démantelé le même style de réacteur aux États-Unis en 4 ans. D'accord? d'accord. Donc, on sait faire. Simplement, pour l'instant, il y a plusieurs manières de le faire. Soit vous attendez une décroissance de la radioactivité très forte avant de commencer le démantèlement, soit vous faites du démantèlement tout de suite. Aujourd'hui, nous en France, on a choisi pendant énormément d'années, la première solution avait été prise en compte, c'est-à-dire on laissait la radioactivité sur place et on essayait d'attendre un petit peu. Aujourd'hui, il semble qu'on aille vers, d'ailleurs, à Fessenheim, c'est ce qui s'est passé, le cœur a été déchargé, on essaye de démanteler le plus vite possible. Mais finalement, Fessenheim sera le premier, entre guillemets, de la série. Donc, pour l'instant, c'est C'est encore trop tôt. ouais, c'est un peu tôt. On a une question dans la salle. Vous avez dit qui fait que 100 grammes d'uranium équivalent à peu près une tonne de pétrole en termes d'énergie. Moi, le chiffre que j'avais, c'est plutôt 1 gramme d'uranium qui équivaut à une tonne de pétrole. Vous avez entendu, alors par rapport aux chiffres, quand vous compariez les quantités de combustible nécessaires entre elles, le monsieur indique qu'il avait en tête 1 gramme d'uranium équivaut à une tonne de pétrole. Alors ça va dépendre de qu'est-ce que vous prenez comme l'uranium. Est-ce que c'est de l'uranium déjà, c'est que de l'uranium 235 ou est-ce que c'est de l'uranium naturel? Donc c'est là où il y a les différences entre le 1 gramme et le 100 grammes. Ok. On va aborder le coût de démantèlement. Là, le temps passe, donc je suis obligé un peu de restreindre les questions parce qu'il nous reste déjà une demi-heure, quoi, on va dire. Donc je vais vous redonner la parole, Emmanuel. Okay. Donc, on va partir sur un peu plus de technique sur comment marche un réacteur nucléaire. Donc, comme je vous le disais, c'est une cocotte minute, votre réacteur, et vous allez donc créer de la vapeur d'eau, vous allez chauffer de l'eau et vous allez faire de l'électricité et grâce à cette vapeur d'eau qui va entraîner votre groupe turbo-alternateur. Au niveau de la réaction nucléaire, donc au niveau du réacteur nucléaire, vous allez avoir ce qu'on appelle une fission, donc un noyau d'uranium 235 qui va être tapé finalement par un neutron dont cet uranium va absorber ce neutron, qui va lui apporter un petit peu d'énergie, qui va le déstabiliser et cet uranium 235 va se casser en deux. Et en même temps que se casser en deux, va libérer de l'énergie. Donc, une filière de réacteurs, on va appeler ça filière, justement, parce que vous allez avoir trois choses importantes, donc ce qu'on appelle le triptyque, un combustible, un modérateur et un caloporteur. Donc, le modérateur, vous allez le voir juste après, nous permet, dans les réacteurs qu'on a, nous, en France, c'est de l'eau, et ça nous permet de ralentir nos neutrons. Et le caloporteur est là pour transporter l'énergie, donc la chaleur qui a été produite par la fission dans le matériau lui-même, dans le combustible lui-même, vers
vers l'extérieur, c'est-à-dire vers la vapeur d'eau et le reste. Donc, dans nos réacteurs aujourd'hui, le combustible, c'est ce qu'on appelle un oxyde d'uranium qui est enrichi à 3,5% en uranium 235 pour plus d'efficacité finalement. Hein. Simplement, c'est l'uranium 235 qui est le seul noyau fissile dans la nature. Il n'y en a pas d'autres. Donc, on l'a utilisé et pour augmenter le nombre de fissions, on augmente le nombre de noyaux d'uranium et donc on enrichit en uranium 235 notre combustible. Il se trouve que sur la Terre, l'uranium naturel, il y a en gros deux isotopes, l'uranium 238 à 99,7% et 99,3% et l'uranium 235 à 0,7%. Donc, c'est pas de chance, on a peu d'uranium et donc on va passer de 0,7 à 3,5, voire des fois un peu plus, pour justement avoir plus de fission et une meilleure efficacité. Alors, c'est un transparent qui, on en a parlé avec Pierre, qui est un petit peu plein de choses, mais je vais aller doucement. Donc, on parle en premier de la fission. La fission, c'est un noyau d'uranium qui absorbe un neutron et qui se casse en deux. Ça, pas de problème. Quand il se casse en deux, il va libérer des neutrons, entre 2 ou 3. Et ces neutrons, malheureusement ou heureusement, ils sont très rapides. Ils ont une vitesse assez grande. Et il se trouve que la probabilité pour faire de la fission avec l'uranium 235, elle est bien meilleure lorsqu'on a des neutrons avec une énergie plus petite, donc avec une vitesse plus lente. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On y met de l'eau. Dans l'eau, il y a de l'hydrogène, comme vous le savez, de l'oxygène et de l'hydrogène. Les neutrons vont aller taper les noyaux d'hydrogène dans l'eau et comme ça, ils vont perdre de l'énergie. Et donc, petit à petit, ils vont perdre de l'énergie pour devenir ce qu'on appelle des neutrons lents. Et donc, une grande efficacité pour la fission. Donc, c'est pour ça qu'on a un modérateur. Ça permet de ralentir les neutrons pour avoir le plus possible de fission avec l'uranium 235. Et puis, donc les deux produits de fission, c'est nos déchets, on en parlera plus tard. Et donc, ces 3 neutrons, eh bien, ils vont servir à faire d'autres fissions. Donc, d'accord ? Et donc, c'est ce qu'on appelle le principe de la réaction en chaîne. Des neutrons qui sont émis lors d'une fission, 2 ou 3, ça dépend, ou ça peut être 4, ça peut être 1. En gros, en moyenne, c'est 2,5 avec l'uranium 235. Ils vont faire d'autres fissions. Il y en a qui vont se perdre dans les structures, il y en a qui vont être mangés par l'uranium 238, il y en a qui vont avoir d'autres qui vont partir en dehors du réacteur. Mais en tout cas, ce qui est important, c'est qu'il y en ait toujours un qui puisse continuer à faire une fission. Puisque vous voulez une réaction en chaîne, vous voulez que de l'électricité tout le temps, vous ne voulez pas de l'électricité 1 heure par jour. Donc, il faut que votre réaction en chaîne, vos nombres de fissions qui sont totalement proportionnels à la puissance de votre réacteur, doivent être exactement stables dans le temps. Et donc, vous avez N fissions au début, vous devez avoir toujours N fissions à la fin, tout au long du temps. Et donc, ce principe de la réaction en chaîne, on mesure finalement ce nombre de fissions stables dans le temps par ce qu'on appelle un coefficient de multiplication, qui est simplement le rapport entre le nombre de neutrons d'une génération à la génération d'avant. C'est juste ça. Et donc, là, on voit très bien que si vous avez K, donc ce coefficient de multiplication qui est égal exactement à 1, vous voyez que vous faites N fission à la génération I, N fission à la génération I plus 1, N fission à la génération I, etc., etc., etc. Et là, vous avez ce qu'on appelle une réaction qui s'auto-entretient un cœur qu'on appelle critique. Alors, c'est pas joli, critique, parce que critique, ça veut dire que ça va pas, quelque part, en général. Dans la langue française, quand on dit quelque chose qui est critique, c'est quelque chose qui ne va pas. Ben non. En neutronique, dans la physique des réacteurs, quand le cœur est critique, c'est que c'est parfait. C'est que vous avez un auto-entretien de votre réaction en chaîne et que quand vous avez un certain nombre de fissions, tout au long du temps, vous aurez toujours le même nombre de fissions. Par contre, si vous voulez faire une bombe, on peut en reparler après, eh bien, c'est pas difficile, entre guillemets, pas difficile. Votre K, il faut qu'il soit supérieur à 1 et vous voyez que là, vous commencez avec une fission, puis vous pouvez aller très vite à des milliards et des milliards de fissions, et là, si vous mettez dans un petit volume. Voilà, donc voilà, j'ai fini sur ce slide qui était un petit peu dur. Donc, comme je vous le disais, puissance du réacteur, en gros, c'est exactement corrélé à un nombre de fissions et donc à un nombre de neutrons. En gros, juste pour vous donner un ordre d'idée, dans un 900 MW, vous avez à peu près tout le temps 10 puissance 20 fissions. Voilà.
Donc, il y en a beaucoup, hein, évidemment. Et donc, quand vous voulez construire votre réacteur, donc quand vous dimensionnez votre réacteur, eh ben, il faut que vous puissiez maximiser votre nombre de fissions, parce qu'il faut bien qu'il soit stable, plus il sera gros, plus vous allez avoir de la puissance, donc plus ça sera intéressant pour faire de l'électricité. Et il faut donc maximiser les fissions d'un côté et évacuer la chaleur qui sera produite, parce qu'évidemment, si vous évacuez pas la chaleur, bah, ça explose, quoi, et ça n'a pas d'intérêt parce que vous ne pouvez pas faire d'électricité. Donc, vous avez besoin de 3 choses. Un modérateur, donc pour maximiser vos fissions, on l'a vu, pour que vos neutrons qui sont créés avec une grande vitesse, deviennent très lents pour aller faire plus de fissions possibles. Un caloporteur, donc pour porter la chaleur à l'extérieur, c'est de l'eau dans un réacteur qu'on a aujourd'hui sur le parc. Tout est de l'eau, aussi bien le modérateur que le caloporteur, c'est génial, ça coûte pas cher. Ça fait partie aussi des protections biologiques les plus efficaces, donc on a gagné, l'eau c'est parfait. Et puis vous avez, comme on disait, le pilotage qui vous permet d'avoir un nombre stable de neutrons tout le temps, et donc il faut que vous regardiez bien que les opérateurs qui sont dans les salles de commande que je vous ai mis ici en dessin, en fait, ce qu'ils regardent tout le temps, c'est les créations et les pertes de neutrons. C'est ce fameux cas, ils le regardent tout le temps, avec plein d'instruments qui leur permettent toujours d'avoir cette stabilité. À un moment donné, on leur dit diminuer la puissance, les ENR prennent le relais, ils vont mettre des choses dans le cœur pour arrêter pour diminuer le nombre de fissions, donc diminuer le nombre de neutrons. Donc, ils vont avoir des barres de contrôle, par exemple, qui va absorber les neutrons, donc il va les manger, donc il y aura moins de fission. Ou alors, ils ont du bore, peut-être vous avez déjà entendu parler du bore, qui a une grosse envie de manger du neutron. C'est un des noyaux qui adore manger du neutron. Et donc, à ce moment-là, vous pouvez calmer le nombre de fissions. Voilà. Donc, en fait, piloter un réacteur, finalement, c'est regarder votre nombre de neutrons, votre nombre de fissions stable dans le temps, quelles que soient les conditions que vous ayez. Alors, il y a des faiblesses, hein, bien sûr, sur les centrales nucléaires par rapport aux autres centrales thermiques, etc. Donc, comme on en a un petit peu parlé, c'est qu'il y a un coût d'investissement très élevé au début. La sûreté nucléaire, dont on va parler juste après, oblige à avoir une centrale, un génie civil et une installation extrêmement complexe qui fait que ça coûte cher. Donc, c'est ce qu'on appelle une industrie capitalistique. Ça veut dire qu'on doit mettre beaucoup d'investissements au début, mais après, comme comme je vous le disais, le coût du kilowattheure de l'électricité est très peu cher, vous avez une rentabilité extrêmement intéressante très rapidement. Les autres défauts, on va dire, sont beaucoup plus techniques. Vous devez recharger votre combustible, donc vous perdez de la disponibilité. Ça veut dire que vos centrales ne peuvent pas travailler tout le temps, 100% du temps, 365 jours par an, parce que vous devez obligatoirement, à un moment donné, tous les 3 ans, tous les ans, pardon, vous changez à peu près un tiers ou un quart de votre cœur au niveau de votre combustible. Vous utilisez très mal l'uranium, ça on en parlera un peu plus tard. En fait, on utilise très très peu l'uranium dans les réacteurs à eau pressurisés. Vous avez une enceinte de confinement et de la radioactivité au niveau du cœur qui fait que lorsque vous exploitez, lorsque vous allez faire de la maintenance, c'est assez lourd, il faut mettre des tenues, il faut faire attention, Bon bref, donc ça fait des contraintes d'exploitation aussi bien au niveau maintenance que quand vous êtes en exploitation, donc en production, qui sont importantes. Donc, ça veut dire que les salariés, les gens sur le terrain doivent être formés correctement et notamment avoir ce qu'on appelle la culture de sûreté qui doit être extrêmement bien enseignée. Et enfin, ce qu'on appelle la puissance résiduelle, bien que la puissance résiduelle, c'est la chaleur qui est créée par les produits de fission lorsque les fissions sont arrêtées. Donc, votre réacteur, il est arrêté, les barres de contrôle sont tombées par gravité ou par le mécanisme qui va bien dans le cœur, il n'y a plus de fission, il n'y a plus de production de puissance, donc d'électricité, mais vous avez encore de la radioactivité qui vient notamment des produits de fission. Et cette radioactivité produit de la chaleur que vous devez continuer à évacuer. Et c'était un petit peu ça la peur, si vous avez écouté un peu l'actualité cet été, au niveau des réacteurs à eau pressurisée en Ukraine. Lorsqu'on perd l'électricité, on perd
possibilité de refroidir et donc d'évacuer cette puissance résiduelle. Et ça peut être problématique si vous n'avez plus d'électricité. Voilà, j'ai fini on va peut-être passer à la sûreté. Qu'est-ce que vous pensez, Pierre? Je continue? Oui, on va enchaîner parce que c'est vrai que le temps avance. Donc, sur la sûreté, vous avez trois manières. Il y a trois grandes fonctions essentielles pour la sûreté nucléaire dans un cœur de réacteur. C'est donc le contrôle de votre réaction en chaîne, ça on en a parlé, le refroidissement de votre combustible, on vient d'en parler, et le confinement des produits radioactifs qui se fait grâce à trois barrières, donc ce qu'on appelle la défense en profondeur, trois barrières. La première, c'est la gaine de combustible. Le deuxième, c'est le circuit primaire, donc la cuve et le circuit primaire en eau. Et la troisième barrière, c'est l'enceinte de confinement qui est en béton précontraint d'1 mètre d'épaisseur, etc. Suivant les réacteurs, il y a soit une enceinte, soit une double enceinte. Et donc, il permet absolument même si vous avez un incident, que la radioactivité reste concentrée à l'intérieur de l'enceinte. Donc, avec ces trois fonctions essentielles, vous avez un réacteur qui est absolument sûr dans toutes les conditions. Donc, je vais passer sur cela et je vais juste finir sur l'échelle INES qui, vous avez sûrement entendu parler, qui est finalement la manière d'informer le public pour montrer quels sont les accidents, s'ils sont graves, si ce ne sont que des anomalies dans l'exploitation simple de votre réacteur. Et donc, il y a 7 étages finalement dans cette échelle, un peu comme l'échelle de Richter que vous connaissez pour les séismes. Et donc aujourd'hui, dans le monde, il n'y a eu que 2 accidents qui sont au niveau 7. Tout le reste, il n'y a rien eu. Il y a eu un 4 avec Saint-Laurent-des-Eaux il y a quelques années, mais en tout cas 2 accidents majeurs qui sont Tchernobyl et Fukushima et qui sont classés au niveau 7. Donc là, et donc quand vous êtes exploitant nucléaire, notamment donc EDF, mais pas que, ils doivent déclarer l'ensemble de leurs incidents, anomalies, écarts par rapport à une exploitation normale. Ça doit être absolument déclaré à l'autorité de sûreté, et c'est l'autorité de sûreté qui va classer la situation d'exploitation soit en niveau 0, 1, 2, 3 ou 4 ou 5. Donc le réacteur, voilà comment ça marche. Donc, vous avez déjà compris que le cœur du réacteur est au milieu avec ces barres que vous avez ici en violet, avec la cuve et le circuit primaire, l'enceinte de confinement, et ça, c'est ce qu'on appelle le circuit primaire. Le circuit primaire est en contact avec un circuit secondaire, mais l'eau qui est à l'intérieur des 2 circuits ne sont jamais en contact. Donc, même s'il y a un petit peu de radioactivité dans le circuit primaire, dans l'eau du circuit primaire, elle ne passera jamais dans le circuit secondaire parce que les deux circuits sont il y a un tube, chacun est dans un tube, dans un générateur de vapeur, et donc il n'y a pas l'eau du circuit primaire et du secondaire ne se mélangent jamais. Dans le circuit secondaire, vous avez le passage en vapeur, donc en fait, grâce au circuit primaire, avec l'eau qui est très chaude, autour de 320 degrés, vous allez augmenter la température de l'eau du secondaire et donc elle va vaporiser de manière à aller entraîner votre turbine et faire de l'électricité. Cette eau ensuite va passer dans ce qu'on appelle un condenseur. Dans ce condenseur, vous avez un 3e circuit en eau qui est ce qu'on appelle le circuit de refroidissement qui va permettre de recondenser la vapeur en eau et la faire repartir dans votre générateur de vapeur sous forme d'eau, etc. Et au fur et à mesure, elle est à nouveau chauffée, elle passe en vapeur et elle est à nouveau recondensée en liquide, etc., etc. Donc voilà, c'est pas plus difficile que ça. La centrale, ça fonctionne comme ça. Et le circuit de refroidissement, soit vous êtes sur un fleuve avec un gros débit ou à côté d'une mer, et donc le circuit de refroidissement est finalement, vous prenez de l'eau en amont et vous la rejetez en aval avec quelques degrés de différence, soit vous êtes sur des endroits où il n'y a pas la possibilité d'avoir ni une mer ni un fleuve, et à ce moment-là, vous êtes sur ce qu'on appelle des tours aéroréfrigérantes qui vous permettent de refroidir votre circuit secondaire. Voilà. Donc, voici un petit peu le combustible. Les pastilles de combustible, c'est une phalange. D'accord. Donc, elles sont des petits cylindres. Il y a à peu près 100 tonnes d'uranium dans un cœur de réacteur de 900 mégawatts.
Donc, vous voyez, ça fait à peu près 16 millions de pastilles, donc c'est énorme. Et vous avez le crayon de combustible, il a une hauteur de à peu près 4 mètres dans lequel vous allez enfiler plein de pastilles pour en faire un crayon qui vont être assemblés dans ce qu'on appelle dans un assemblage de combustible que je vous montre juste après. Voilà. Donc, dans ces assemblages, vous mettez 264 crayons, ça a une section carrée, et donc vous mettez les uns à côté des autres des crayons. Suivant la puissance du réacteur, vous en aurez plus ou moins un nombre d'assemblages. Et donc, vous les mettez les uns à côté des autres et autour va circuler l'eau du circuit primaire. Voilà, la cuve, voici quelques images de la cuve. C'est un objet métallurgique extrêmement imposant. C'est un acier très, très particulier. Vous voyez en bas à droite, au moment de la fonte, vous avez donc les cuves sont à peu près 15 mètres de hauteur, 5 mètres de large et une épaisseur de entre 23 et 25 cm. Donc, vous voyez que c'est des objets quand même absolument gigantesques. Et le circuit primaire, vous voyez ici, là, c'est un circuit de N4, donc, ou 1300 ou N4, puisque vous avez 4 générateurs de vapeur en orange. Donc, vous voyez ici la cuve que vous avez vue en dessin, en photo, pardon, juste avant. Et donc, tout le circuit primaire avec les branches froides, donc l'eau qui arrive froide, l'eau qui ressort chaude, et les générateurs de vapeur qui sont des énormes équipements extrêmement imposants. Donc, ça, c'est la deuxième barrière de sûreté, le circuit primaire. L'enceinte de confinement, vous la voyez ici en photo, c'est quelque chose d'assez imposant aussi. C'est un bâtiment qui est toujours cylindrique, en béton précontraint ou armé, ça dépend un petit peu, avec un dôme sur lequel, qui repose sur le cylindre et qui doit donc résister aussi bien à des problématiques internes qu'à des problématiques externes, donc des agressions aussi bien internes que externes, évidemment. Et suivant le palier, vous voyez, je vais pas m'attarder trop, mais vous avez soit une paroi unique avec une peau métallique à l'intérieur, soit double paroi et pas de peau métallique. Voilà. Donc ça, c'est la troisième barrière de sûreté, qui est une enceinte de confinement qui a été dimensionnée pour résister à des séismes, qui est dimensionnée pour résister à des chutes d'avions, etc., etc. On pourra en parler. Je finis sur le cycle du combustible ou je le passe, je ne sais pas trop par rapport à l'heure. Là, on a fait presque 1 heure de webinaire. On peut prolonger encore un quart d'heure, 20 minutes. Hein. Et voilà, c'est sûr qu'il ne faut pas qu'on traîne. Donc, on peut poursuivre déjà cette partie. D'accord. Gagner du temps. Je passe un petit peu. Je vais sur les déchets. Ouais. Allez. Donc, les déchets, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est finalement les produits de fission qui sont radioactifs, évidemment, et qui font partie des déchets. Donc, sachez juste que les déchets radioactifs font partie des déchets industriels dangereux et qu'ils font partie d'un ensemble de déchets que nous produisons chaque année. Nous produisons, chaque Français, 5 tonnes de déchets par an et à peu près 2 kilos de déchets radioactifs. D'après l'AIEA, et c'est la définition mondialement utilisée, tout ce qui a été contaminé ou qui contient des radionucléides à n'importe quelle concentration est appelé déchet lorsqu'il n'y a pas d'utilisation ultérieure qui est prévue. Donc, ce sont tous nos produits de fission qu'on ne peut pas réutiliser qui sont les déchets. En France, on fait la différence entre matière nucléaire et déchets radioactifs parce qu'on fait du recyclage du combustible usé et on récupère la matière nucléaire, le plutonium et l'uranium 235 et surtout 238 qui n'a pas été utilisé de manière à avoir encore du combustible et pouvoir le réutiliser derrière. Voilà. Donc, les déchets radioactifs, il n'y a pas que l'industrie électronucléaire qui va produire des déchets. Vous avez aussi la recherche, la défense
qui produisent des déchets. Il y a à peu près 60% qui est produit par l'industrie électronucléaire. Ils sont produits à peu près dans tout le cycle, depuis le combustible jusqu'au recyclage, et on les classe en 6 grandes classes de déchets suivant leur durée de vie et suivant leur niveau de radioactivité. Et donc, on va avoir soit des déchets qui ont des durées de vie très courtes, soit des déchets qui ont des durées de vie très longues et qui ont des grosses activités ou des moyennes activités. Et c'est ceux-là qui doivent être enfouis dans ce qu'on a appelé le projet CIGEO, ce qu'on appelle les HA, haute activité, et les MAVL, moyenne activité, vie longue. Voilà un petit peu. Je passe là-dessus. Juste pour dire qu'aujourd'hui, avec les 60 ans, on va dire, d'exploitation d'énergie nucléaire, vous avez à peu près 1 700 000 tonnes, mètres cubes de déchets en totalité, et que ceux qui sont les plus dangereux, donc les hautes activités, ne correspondent qu'à 0,2% du volume des déchets, mais c'est eux qui concentrent finalement presque 95% de la radioactivité. Donc c'est eux qui sont les plus dangereux, mais ils sont en volume le volume est très petit. Voilà, donc il y a plein de pistes pour s'améliorer finalement, hein, pour le futur, et ça sera peut-être un autre webinaire parce que il y a aujourd'hui des pistes pour réduire les déchets ou les transformer en faisant ce qu'on appelle de la transmutation. Et puis l'autre projet important en France, c'est ce qu'on appelle le projet CIGEO, qui est l'enfouissement en couche à 500 mètres de profondeur dans une couche d'argile très stable, de manière à ne pas laisser des saletés, des déchets aux générations futures. Donc là, j'ai fini ma 3e partie. Donc peut-être on peut s'arrêter pour quelques questions, si vous en avez. Alors, est-ce qu'on a des questions dans la salle? Non. Il y avait une question sur le stock d'uranium. Enfin, l'uranium, le combustible, on n'en a pas en France. Il vient d'où il vient, et aussi sur les stocks qui ont été constitués en France, quelle durée on a en réserve en fait stockée en France? Alors, on a à peu près une dizaine d'années réparties entre EDF qui a à peu près 2 ans parce qu'ils ont acheté, ils ont des contrats avec des durées de vie très longues. Hein. L'EDF a des contrats avec des pays qui ont des mines d'uranium. La stratégie de la France, c'est de diversifier ses clients, ses fournisseurs plutôt, plus que ses clients. Et donc aujourd'hui, on est beaucoup avec le Canada et l'Australie, et aussi le Kazakhstan. Mais le Canada et l'Australie sont 2 des fournisseurs les plus importants aujourd'hui de la France. Et on essaye, EDF essaye d'avoir des fournisseurs qui ont des situations politiques assez stables. Voilà. On a de moins en moins de fournisseurs au niveau de l'Afrique. Il y a des projets avec la Mongolie qui a envie de rentrer dans la fourniture d'uranium parce qu'ils ont des mines assez importantes. Et donc voilà, entre Orano qui a acheté des mines dans certains, ou qui est en partenariat avec des pays pour faire de l'extraction d'uranium, plus EDF qui a acheté des combustibles déjà prêts, etc. On a à peu près une dizaine d'années de combustible sur le sol français, acheté, qui appartient à la France. Une autre question sur le système de refroidissement. Cette année, il y a eu des problèmes de sécheresse. Comment ça peut se passer pour les centrales déjà en place si à l'avenir, il y a encore des sécheresses? Est-ce que c'est possible de les maintenir en activité? Comment on se positionne par rapport à cet enjeu? Alors, ce qui a été fait, ce qui se fait en général, c'est que le temps, on essaye de diminuer la production de ces centrales lorsque on voit qu'effectivement la température de l'air
qui du coup fait une température de l'eau en amont un peu trop élevée, on essaye de réduire la production, voire de l'arrêter. Il se trouve que l'été, on a pour l'instant moins besoin d'électricité que l'hiver. Et donc, ça ne pose pas de problème d'arrêter ou de diminuer les productions de centrales nucléaires. Mais effectivement, c'est un enjeu pour le futur extrêmement important. Il y a des solutions pour pouvoir contrer ce problème de sécheresse et notamment de construire des tours aéroréfrigérantes et d'utiliser les tours beaucoup plus facilement que d'aller prélever de l'eau sur les fleuves. Et en tout cas, pour les réacteurs du futur, ce qui est pensé, c'est vraiment d'être sur des sites où il y a la mer ou alors des fleuves avec des gros débits. Si vous avez du gros débit, vous avez de l'eau et donc tout va bien. L'autre solution, c'est d'avoir des retenues d'eau en amont, de manière à ne pas prélever d'eau dans les fleuves qui normalement où on prélève de l'eau. Donc ça peut être aussi fait. Comme par exemple aux États-Unis, vous avez une centrale qui est à côté de Phoenix, qui est dans un désert et qui va utiliser les eaux usées de la ville pour refroidir ses circuits. Donc, il y a des possibilités, mais il va falloir s'adapter un petit peu plus. Et ça fait partie des enjeux de sûreté nucléaire et de l'exploitant aujourd'hui sur le parc pour s'adapter très fortement au refroidissement des centrales, qui n'est pas un problème de sûreté nucléaire, je le rappelle, enfin, je le dis. Le dôme, donc d'accord, l'enceinte de confinement avec le cœur du réacteur, il n'y a pas de problème s'il y a sécheresse ou quoi, parce tout est dans l'enceinte de confinement avec des climatisations et des choses comme ça qui font que la sécheresse ne va pas, voilà, avec 1 mètre de béton, il faudra vraiment que la sécheresse soit très forte et très 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 longtemps pour que ça puisse avoir quelque chose à l'intérieur. Par contre, le refroidissement qui est vrai aussi pour toutes les autres centrales thermiques, hein, dès que vous avez du charbon, du gaz et notamment le gaz, il y a aussi ce problème de refroidissement. Et là, il va falloir s'adapter. Est-ce qu'il y a un débit minimum à respecter, vous savez ça ou pas? Ouais. Oui, il y a des débits minimums et ça dépend chaque endroit, chaque fleuve. Il y a un décret. Donc, il y a effectivement un débit minimum et une température de l'eau. Il y a des seuils sur lesquels on peut utiliser ou pas, ou rejeter ou pas les eaux. Donc ça, c'est chaque site qui a son décret. Je ne les connais pas par cœur hein, parce que chaque site, c'est différent. Mais ça doit être suivi par rapport à… Il y a des lois pour chacune des centrales. Ok. Est-ce que vous aviez d'autres diapositives après? Après, c'est le futur. Ouais. C'est les projets. On peut finir là-dessus en 5 minutes si c'est faisable pour vous. Ouais. Alors, rapidement, l'EPR Flamanville, c'était un projet franco-allemand, vous le savez, qui a eu beaucoup de problématiques de construction. On ne va peut-être pas y revenir. Aujourd'hui, l'exploitant EDF et la filière nucléaire a pris la dimension des erreurs de ce design qui était très fortement de nature allemande finalement, hein, où les Allemands étaient vraiment ont imposé des choses qui finalement n'avaient pas énormément de besoins. Et donc, on est revenu pour l'EPR2 je vais passer directement à l'EPR2. On est revenu sur un design beaucoup plus simplifié, notamment sur la construction, sur la constructibilité, avec des choses beaucoup plus simples qui vont permettre de construire mieux. Et surtout, ils ont pris la dimension effectivement du fait que quand ils ont commencé l'EPR, il y avait à peine 10% des études qui avaient été faites. Ils sont partis trop tôt. Et donc là, pour l'EPR2, ils ont une stratégie d'avoir terminé le basic design, plein de la conception bien largement avant de commencer à construire. Donc, normalement, l'EPR2 est un EPR un peu différent, simplement sur la constructibilité qui sera plus facile. Donc, on espère que les programmes et les plannings seront tenus. Après, il y a le futur. Le futur un peu plus lointain, c'est
qu'est-ce qu'on peut faire avec l'énergie nucléaire, comment on peut répondre à au moins 4 grands enjeux qui est, bon, bien sûr, toujours lutter contre le réchauffement climatique, ce qui va vouloir dire avoir plus d'électricité, mais aussi faire de la chaleur, par exemple. L'industrie a besoin d'une chaleur industrielle à autour de 600-700 degrés. Et aujourd'hui, c'est fait avec des combustibles fossiles pour avoir la chaleur. Hein. Et donc, le nucléaire peut être aussi une réponse à ça. Donc ça, ce sont des concepts de réacteurs où on va faire, donc on appelle calogène. Donc, on ne fait plus de l'électricité, mais on fait juste simplement de la chaleur. Donc, c'est un peu plus efficace. C'est tout un autre concept. Le deuxième grand enjeu, c'est de construire beaucoup de réacteurs à travers le monde. Et donc, à ce moment-là, il va falloir trouver des réacteurs qui sont encore plus économes en combustible et encore plus économes en matières premières. Et donc, là, vous avez aussi des concepts de réacteurs qui essayent, au lieu d'utiliser peu d'uranium-235, ils vont utiliser tout l'uranium-238. Et donc là, vous partez, c'est ce qu'on appelle les réacteurs à neutrons rapides. Et là, vous partez pour des milliers d'années parce que si vous utilisez totalement l'uranium-238, vous avez, par exemple, sur le sol français, aujourd'hui, on a plus de 300 000 tonnes d'uranium-238 qui nous donnent au moins pour 1000 ans d'énergie nucléaire avec un parc comme aujourd'hui, hein, évidemment. Ça, c'est le deuxième enjeu. Le troisième enjeu, c'est qu'il soit de mieux en mieux accepté par les populations, donc toujours plus sûr. Donc, il faut augmenter la sûreté, mais pas n'importe comment. Il faut miser très fortement sur ce qu'on appelle le FOH, le facteur humain et organisationnel. Donc, ça, c'est extrêmement important, la formation, les opérateurs. Il faut toujours réduire les déchets encore plus. Et donc, vous avez des systèmes de réacteurs, notamment les réacteurs à neutrons rapides, mais aussi les sels fondus qui ont pour but de réduire très fortement les déchets et les déchets solides, puisque les sels fondus, ça va être un combustible liquide qui sera recyclé au fur et à mesure en même temps qu'il produit de l'électricité ou de la chaleur. Donc, vous avez des concepts vraiment extrêmement disruptifs. Et puis, évidemment, le quatrième enjeu, c'est évidemment d'être dans un mix électrique avec à côté d'autres productions d'autres sources de production d'électricité, notamment les énergies renouvelables. Et donc, il faut toujours être beaucoup plus flexible et pilotable. Et donc, il faut que les réacteurs du futur, ils le sont déjà, mais ils n'étaient pas conçus pour faire du suivi de charge, ce qu'on appelle, vous savez, suivre quand le vent s'arrête, repartir, s'enlever quand le vent arrive sur le réseau, il faut que la production électrique nucléaire se diminue, etc. etc. Ils n'avaient pas été conçus pour ça, mais depuis 1984, le parc le fait très bien. Mais les réacteurs du futur, on peut le faire encore mieux, de manière au niveau, le prendre en compte dès la conception du réacteur. Et donc, ça permet d'avoir des réacteurs qui sont plus malléables et plus efficaces. Donc voilà, donc c'est les concepts du futur qui sont aujourd'hui à des stades de réflexion complètement différents à travers le monde. En France, il y a plus de 70 projets de réacteurs du futur. La plupart, ils ont été pensés dans les années 60 déjà. Il y a eu quelques prototypes pour certains, mais aujourd'hui, ils sont revisités par les ingénieurs et les chercheurs pour essayer de voir si, avec toutes les améliorations des technologies, le progrès technologique, on ne peut pas faire des choses mieux qu'on ne pouvait le faire dans les années 60. Et donc, il y a beaucoup de promesses sur ces concepts du futur, mais ce sont des concepts qui n'arriveront pas, je dirais, avant 20 ans, 30 ans. Quoi. Il y a encore une longue industrialisation avant de pouvoir en avoir sur le sol français. Voilà, je vais m'arrêter peut-être là. S'il y a des gens qui veulent des questions sur des concepts un peu plus… Oui, il y avait une question sur les surgénérateurs. Alors, voilà, si vous avez des informations, voilà. Définition peut-être, qu'est-ce qu'on entend par surgénérateur et où est-ce qu'on en est? Quels espoirs? Quels espoirs? Les espoirs qui ont été un petit peu anéantis il y a quelques années lorsque, donc, en France, on était les meilleurs. On va faire cocorico un petit peu. On avait construit 2 réacteurs neutrons rapides surgénérateurs qui s'appelaient Superphénix et Phénix. Phénix d'abord, Superphénix après. Ils ont été arrêtés. Vous avez sûrement
suivi l'actualité aujourd'hui, avant-hier ou hier, je ne sais plus, Lionel Jospin a été interrogé par la commission d'enquête. Enfin bon, il y a plein de gens qui sont aujourd'hui, qui ont été aux manettes et qui ont arrêté les RNR et qui aujourd'hui, on leur pose des questions. Mais pourquoi l'avez-vous fait? Parce qu'effectivement, c'est un réacteur qui est extrêmement intéressant, très élégant dans le sens où il produit son propre combustible. Donc, comment dire, vous avez plus besoin, en tout cas moins besoin de mines et d'aller extraire des combustibles de la terre, puisque grâce à l'uranium 238 qu'on appelle un noyau fertile, je vais vous montrer ici rapidement, vous voyez ici l'uranium 238 qui, quand va manger un neutron, après quelques réactions, il va produire du plutonium 239 qui est lui fissile et qui produit de l'énergie en très grande quantité. Et donc, vous avez, grâce à cet uranium 238, je reviens en arrière, la possibilité de créer au fur et à mesure votre propre combustible. Donc ça, c'est assez élégant et ça permet effectivement d'augmenter d'un facteur entre 50 ou 100, suivant la manière dont vous allez faire votre réacteur, l'énergie qu'on peut tirer de l'uranium par rapport à ce qu'on fait aujourd'hui. Donc, c'est une voie très prometteuse. Vous n'avez pas besoin de modérateur puisque là, vous allez utiliser les neutrons directement sortis de la fission quand ils sont rapides, quand ils sont une grande vitesse. Et votre caloporteur, aujourd'hui, je dirais le candidat le plus intéressant, c'est le sodium liquide. Il y a déjà des réacteurs dans le monde. Il y en a 2 qui fonctionnent en Russie, un en Chine. Et on a perdu en France pas mal d'années. Et il y a à nouveau des concepts un petit peu, mais il faut reprendre voilà, toute la génération qui était sur Phénix et Super Phénix est en général en retraite aujourd'hui. Et donc, il faut recapitaliser sur les compétences dans ces réacteurs à neutrons rapides. Bon, c'est une réponse très complète. On va être obligé de s'arrêter là parce qu'on arrive largement au bout de la fin de la séance. Je me rends compte qu'on aurait peut-être dû prévoir un cycle entier dédié à l'énergie nucléaire avec 3 webinaires. Ouais. Donc, oui, à nous d'y réfléchir pour la suite des jeudis de l'énergie. En tout cas, donc, la présentation sera disponible sur le site de la communauté de communes si les personnes souhaitent relire ça à tête reposée pour bien tout assimiler. Moi, je voulais vous remercier pour toutes ces informations, la qualité de la présentation, vos connaissances qui sont assez impressionnantes. Et je suis trop bavarde. L'exercice est difficile, 1 heure, c'est trop court. Ouais. Voilà, donc merci à tous pour votre présence. Et donc, on en a fini pour le cycle production d'électricité. Et on attaquera donc le 23 février le cycle dédié à la production de gaz avec un webinaire sur la méthanisation et un webinaire sur l'hydrogène. Voilà. Merci à tous. Merci Emmanuel et à très bientôt et bonne soirée. Au revoir. Merci à tous. Merci.